Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous et merci à tous les deux, Patricia Delahaye, Romain Puertolas, d'être présents avec nous pour cette rencontre. Merci, bonjour. Bonjour. Pour cette rencontre autour de deux grands faits divers, l'affaire Ranucci et l'affaire Dupont de Ligonnès. Tout d'abord, quelques mots pour vous présenter tous les deux. Patricia Delahaye, vous êtes romancière et journaliste. Vous avez étudié le cinéma et les sciences humaines. En tant que journaliste, vous avez fait partie du groupe de recherche et d'action pour la petite enfance. Absolument. Puis vous vous êtes spécialisée dans les affaires conjugales et familiales. Vous avez publié une vingtaine de livres, dont par exemple « Ces amours qui nous font mal », paru en 2001 chez Marabout, ou encore « Comment plaire en 3 minutes », paru en 2005 chez Le Duc. Depuis quelques années, vous vous êtes lancé dans un grand projet littéraire, celui de nous rendre, sous forme de romans et de fiction, les grands faits divers qui ont marqué notre époque. Avec cette ambition, vous avez publié en 2022 La Faussaire chez Belfond, pour lequel vous avez été finaliste de nombreux prix littéraires. Avec le grand prix des lectrices Elle Pollard. Exactement. Et aujourd'hui, vous nous présentez Un lundi de Pentecôte, toujours paru chez Belfond, qui retrace la grande affaire Christian Ranucci, qui est aussi connue sous le nom de l'affaire du pull-over rouge. Merci Patricia d'être avec nous. Romain Puertolas, vous êtes romancier et parmi les nombreux métiers que vous avez exercés, on trouve par exemple les carrières de DJ, de professeur, de garde du corps ou encore de météorologue. Avant de devenir romancier, vous étiez capitaine de police et vous étiez spécialisé dans le passage illégal des frontières. En 2013, vous avez publié un livre très aimé des lecteurs qui s'appelle « L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea ». C'est paru aux éditions Le Dilettante. Ce livre a été adapté au cinéma et vous avez reçu le prix Audiolib. Par la suite, vous avez continué à publier plusieurs romans, dont par exemple Les Ravissantes en 2022 chez Albin Michel ou La police des fleurs, des arbres et des forêts. Comme Patricia, vous vous êtes lancée dans un cycle littéraire. Vous publiez depuis quelques années des enquêtes littéraires insolites. La dernière que vous nous présentez s'appelle « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès », paru chez Albin Michel. Merci Romain Puertolas d'être avec nous. Merci Georgia, tout est parfait, bravo. La première question que j'aimerais vous poser à tous les deux pour que nous puissions plonger dans vos univers, est-ce que vous pourriez partager avec nous ce qui, dans ces deux faits divers, l'affaire Ranucci et l'affaire Dupont de Ligonnès, vous a particulièrement marqué ? Le XXe siècle et le XXIe siècle sont traversés par de nombreux faits divers qui nous ont bouleversés. Pourquoi ceux-là, en particulier, vous ont inspiré pour écrire des livres ? Quel est votre lien particulier avec ces deux affaires ? Patricia Delahaye, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui, dans l'affaire Ranucci, vous a inspiré pour écrire un livre ? Alors moi, j'ai écrit un roman, hein. C'est pas du tout un documentaire. Je me suis appuyée sur les faits, c'est-à-dire, effectivement, une petite fille a bien été enlevée un lundi de Pentecôte 1974. Effectivement, un jeune homme a été retrouvé dans une champignonnière, enlisé, et on l'a accusé d'avoir enlevé et tué cette petite fille. Mais ensuite, il a été condamné, guillotiné, et puis il y a eu l'apparition du pull-over rouge. Enfin bon, voilà. Mais c'est un roman. Qu'est-ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire ? C'est vraiment que ce jeune homme n'avait pas la tête de l'emploi. Comment peut-on être un aussi beau jeune homme qui a l'air d'un étudiant sur un campus et avoir commis un acte aussi abominable ? Je crois que c'est surtout ça qui m'a vraiment frappée à l'époque. Il n'avait pas la tête de l'emploi. Mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière cette jolie tête, quoi ? Est-ce que c'est possible qu'on ait une âme aussi atroce et qu'on soit un aussi beau jeune homme, aussi gentil, aussi tendre avec sa maman, aussi aimant, etc. Donc, j'ai vraiment eu envie d'aller voir derrière la façade, derrière ce personnage. C'est ça qui m'a pas plu, mais vraiment très intéressée. Romain Puertolas, est-ce que vous aussi, c'était d'aller voir ce qui, dans cet homme qui paraissait tout à fait normal, un peu comme le disait Patricia, d'aller voir le pourquoi du comment cette affaire était arrivée à un homme qui paraissait un peu comme tout le monde ? Oui, bon, alors dans la police, déjà, on apprend qu'il n'y a pas de tête de l'emploi, c'est-à-dire que rien ne nous étonne. Donc, visage d'ange, visage de démon, pour moi, en tout cas, tout le monde est un assassin potentiel. Tout le monde. Comment ça C'est-à-dire que toi, tu pourrais tuer quelqu'un. Moi, je peux tuer. Oui, je peux tuer, moi. Oui. Ah oui, je peux devenir un assassin. Oui, je pense bien
bien manipulé, je peux... Ou pas forcément manipuler, il suffit des circonstances, des facteurs qui fassent que tu n'as pas d'autre option que tuer quelqu'un. Non, mais enfin, j'en suis absolument convaincu en même temps. Non, mais oui, bien sûr, mais j'ai pas à te convaincre ou quoi. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Et puis, on le voit tous les jours. D'ailleurs, quand le voisin, il était si gentil, machin, il a tué tout le monde, il a découpé tout le monde, il les a mis dans un frigo. Voilà. Dans la police, il n'y a aucune surprise finalement sur la nature humaine. Bon. En ce qui concerne l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, moi, j'ai été attiré par aucune affaire criminelle. C'est vrai que l'affaire Ranucci, c'est passionnant. Il y a d'autres affaires, le petit Grégory, il y a d'autres affaires très connues comme ça, l'affaire Omar Haddad, qui sont assez passionnantes, mais rien ne m'a attiré autant que celle de Xavier Dupont de Ligonnès pour le personnage, en fait. C'est lui qui m'a attiré parce que, alors c'est assez amusant chaque fois que je dis ça, mais c'est en fait, j'ai trouvé beaucoup de points communs entre lui et moi. Et c'est ça qui m'a attiré chez lui. C'est pour ça que je le cherche. C'est pour ça que je pense que je peux le trouver. C'est parce que je pense qu'on a des points communs, lui et moi. Et donc voilà, c'est vraiment cette histoire-là. C'est pas une histoire que j'ai fabriquée pour faire un livre et tout ça. C'était pas fait pour faire un livre. C'est-à-dire que dans mon livre, vous avez la vraie enquête que j'ai menée depuis 2011 en tant que policier. Et c'est une enquête que j'ai faite vraiment. Et ensuite, il y a eu cette partie fiction, puisque là, c'est comme tu disais toi aussi, Patricia, c'est un roman, c'est-à-dire qu'il y a une fiction, il y a une partie où Ligonnès vient s'installer à côté de chez moi. Et j'ai ces deux choses, et c'est là que j'ai repris mon enquête en fait de l'époque et que je l'ai mise dans le roman et que j'ai alterné une ligne directrice dans laquelle vous avez une fiction dans laquelle Ligonnès vient habiter à côté de chez moi, et puis une chose plus personnelle, plus véridique, qui est ma vie pendant l'enquête, que ce soit l'enquête professionnelle, même si moi je n'étais pas en charge de l'affaire, et puis la vie privée aussi, c'est-à-dire moi, mes désillusions, mes ratés, voilà, qui cherchent et qui ne trouvent pas, ou, voilà. Donc c'est très sincère, c'est pas histoire de dire que je suis le super policier qui va tout. Non, au contraire, je me moque beaucoup de moi. J'aime beaucoup me moquer de moi, des autres, et puis de moi aussi. C'est mon sport favori. Donc voilà. Et vous évoquez tous les deux à juste titre le fait que ces livres sont des romans. C'est donc qu'il y a une part d'imaginaire. Vous avez souhaité tous les deux reprendre, chacun à votre façon, ces affaires-là, tout en vous laissant une part, donc encore une fois différente. Dans votre livre, Romain Puertolas, il y a toute une part presque fantaisie, absurde, loufoque, avec l'humour qu'on vous connaît. Patricia Delay, vous avez pris la liberté de changer des prénoms, d'aller fouiller, d'imaginer les pensées des personnages. Est-ce que tous les deux, vous pourriez nous parler, ça fonctionne, oui. Oui, vous pourriez nous parler de ce travail d'imagination, parce que j'imagine que c'est pas si simple dans une affaire sérieuse, une affaire criminelle, que les gens connaissent, de pouvoir trouver où peut se nicher la fiction. Patricia Delahaye, vous avez par exemple imaginé les pensées d'un personnage. Ah oui, alors... Un petit mot d'abord, c'est que quand je regarde un Fait entrer l'accusé ou une émission de ce genre, évidemment que l'enquête policière m'intéresse, mais je reste toujours un peu sur ma faim parce que je me dis mais comment, quel est le parcours de ce criminel? Comment en est-il arrivé à commettre ces actes-là? Quelle raison, quelle justification s'est-il donné? Et puis ensuite, une fois qu'il est en prison, par exemple, j'ai publié un livre qui s'appelle La Faussaire. Je me disais comment cet homme parfait, qui était père de famille, bon père, bon époux, bon médecin de campagne et tout ça, en est arrivé à commettre un crime. Et qu'est-ce qu'il a pensé de lui-même une fois qu'il a été en prison? Comment, à quel moment a-t-il réalisé la manipulation, etc. Donc là, dans l'affaire Ranucci, je me disais, mais qu'a donc pensé ce jeune homme que je crois coupable? Je suis pas la seule, hein, toi aussi, je crois, et puis les policiers qui ont enquêté bien après, pendant et après aussi. Je me disais, mais voilà un garçon qui enlève et tue une petite fille qui est attirée par les enfants dans les années 70, parce que l'inscription des années 70 est très importante, et sa mère, qui garde des enfants, lui dit « mais personne ne peut toucher à la tête d'un enfant, c'est sacré ». Et puis l'époque, les années 70, qui ne connaissent même pas le terme de pédophilie,
parle d'amour pluriel. On voit Gabriel Matzneff à la télévision, interviewé par Pivot, qui éclate de rire quand Matzneff dit que rien n'est plus beau que finalement de toucher un enfant, de faire l'amour avec un enfant de 10 ans. Donc, je me dis, j'ai imaginé les pensées de ce garçon qui était tiraillé entre le surmoi de sa mère et ses propres pulsions pédophiles et le blanc-seing de l'époque. Voilà. Et c'est intéressant ce que vous disiez sur le contexte des années 70. Vous avez dû vous replonger aussi dans ce moment-là, cette époque. Pour Xavier Dupont de Ligonnès, c'est pareil, c'est moins loin dans le temps. On est dans les années, je crois, de 2011, c'est ça. Il y a aussi dans vos deux romans l'idée qu'il faut se remettre dans le contexte. Il faut retourner peut-être, imaginer l'époque, de quoi on parlait, la musique, les actualités. Bien sûr, oui, tout à fait. La décoration des murs, des appartements, la mode, enfin tout ça, c'était une époque très précise. Et puis, par exemple, on voit chez ce jeune homme son amour de la voiture. On n'a plus ce grand plaisir de rouler à toute allure, voilà. Et je me suis replongée là-dedans aussi, bien sûr. Vous, Romain Puertolès, vous êtes allé, je sais, sur certains lieux qui sont encore trouvables, puisque c'est pas assez loin dans le temps, donc il y a une dizaine d'années. Vous avez eu besoin de retracer une partie du parcours pour pouvoir imaginer, parce que c'est une partie du roman, vous imaginez, plus que les pensées du personnage, vous imaginez tout ce qu'il aurait pu faire, toutes les pistes possibles pour tenter de le retrouver. Oui, c'est ça. Moi, en fait, je m'intéresse pas trop à l'amont de Ligonnès, c'est-à-dire qu'avant le 4 avril 2011, Ligonnès m'intéresse pas, on va dire. Il m'intéresse juste quelques mois auparavant, à partir du moment où il prémédite les assassinats. Avant, ça m'intéresse pas, tout ça. Donc, on est après les assassinats. Et je suis allé plusieurs fois à Roquebrune, qui est l'endroit où il a disparu, dans l'image connue, enfin l'image qui n'a pas été diffusée de la caméra de surveillance du parking du Formule 1, c'est quand il part. Celle qui a été diffusée, c'est celle du distributeur automatique, qui a été faite la veille, en fait. J'y suis allé plusieurs fois, voilà, et c'est surtout que je me suis rendu compte que tous les dispositifs qui avaient été faits n'ont pas été faits au bon endroit. Il y a plusieurs choses que je relève dans le livre, mais un truc que j'ai jamais compris, c'est qu'on s'intéresse à ce rocher de Roquebrune, qui est quand même à une dizaine de kilomètres en direction totalement opposée à la direction dans laquelle est parti Ligonnès. Voilà. Ça, c'est un truc incompréhensible qui a été alimenté, en fait, par une théorie de suicide qui est complètement absurde et qui a fait qu'on a commencé à chercher dans des crevasses un cadavre. Et voilà, on a perdu beaucoup de dispositifs, de temps, d'argent dans ces choses-là. Et c'est des choses, je m'en suis rendu compte justement en étant sur le terrain. Parce qu'il y a même si Google Earth et tout ça est vachement bien, il faut quand même aussi revenir à une époque. Alors il y a un truc qui est bien sur Google Earth, c'est que vous pouvez revenir dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez voir la zone où a disparu Ligonnès en 2011 justement. Et vous pourrez revenir sur les images parce qu'il y a des dates. Si la voiture est passée à cette époque-là, vous pouvez revoir. Donc vous revenez, c'est une machine à remonter dans le temps et c'est bien parce que vous êtes chez vous et vous pouvez avoir ces images-là. Mais rien ne vaut le fait d'être sur les lieux pour se rendre compte de plein de choses, voire des choses qui sont plus plausibles parce que vous aviez pensé. Vous pouvez penser, il a pu partir par là ou ça quand vous regardez Google Earth. Et puis une fois que vous êtes sur les lieux, vous vous dites, c'est pas très plausible. En fait, voilà, c'est un bon complément. Vous travaillez en fait différemment de Patricia qui, elle, se demande comment, à partir de ce qu'on est, de ce qu'on pourrait penser, tout ce qui a pu être vécu par le criminel, vous, c'est un peu différent puisque vous vous dites, en fait, si on ne va pas sur les lieux, on ne pense qu'à ce qu'il était, qui était-il, comment pensait-il, pour essayer de prévoir son comportement. Et vous avez utilisé vos compétences de policier pour essayer de comprendre comment on pourrait, par exemple, passer une frontière, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin d'être en fuite. Vous ne croyez pas du tout à la thèse du suicide? Non, la thèse du suicide, pas du tout. Alors vraiment pas. On n'aurait même pas dû en parler parce que les personnes qui tuent leur famille se suicident immédiatement ou se rendent à la police. Voilà, il n'y a pas d'autre cas. Le seul cas vraiment très très exceptionnel, c'est le cas Ligonnès et c'est 2 ou 3 cas qui sont des personnes qui préméditent un assassinat et qui ensuite font tout pour disparaître. Dans le cas où vous avez quelqu'un qui va acheter d'abord un silencieux, vous pouvez savoir qu'il ne va pas se suicider. On achète un silencieux pour dissimuler un crime. Il n'y a aucun intérêt à acheter un silencieux pour se suicider ou pour tuer quelqu'un si ensuite vous allez vous suicider. Ensuite, il a enterré les corps. On n'enterre pas des corps si vous allez vous suicider. Je veux dire, il y a un principe dans l'être humain qui est le principe d'économie.
L'être humain va toujours vers l'économie. On est un peu comme la lumière, on prend toujours le chemin le plus court, toujours. Et si je veux prendre cette bouteille, par exemple, je ne vais pas me lever, je vais faire ça. Et elle va tomber, tout ça. Il va y avoir des conséquences à ça. Mais l'être humain est comme ça. On a un effort, on essaye de s'économiser dans l'effort. Donc on ne va pas faire tout ce qu'a fait Ligonès. C'est-à-dire qu'il est quand même resté une semaine chez lui avec les cadavres enterrés. Il s'est fait passer pour chacun des membres de sa famille. Il avait les téléphones portables de chacun. Et quand il y avait un copain de Thomas ou un copain de Benoît qui écrivait, il se faisait passer pour Thomas et pour Benoît. Voilà, on ne fait pas ça quand on va se flinguer. Ensuite, il s'en va. Et là, il commence un périple jusqu'à Roquebrune-sur-Argent pendant 5 jours où il a la belle vie parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Il a éliminé la vie d'avant, il a éliminé la famille, il est content. Et c'est pour ça qu'on le voit dans des hôtels de 5 étoiles. Il se paye des bons repas, du bon vin rouge, il parle aux gens, il drague même une aubergiste. Il est heureux, entre guillemets, parce qu'il a eu ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il s'est débarrassé de sa famille et maintenant, il va pouvoir revivre, se refaire une vie. Il a enlevé son fardeau, en fait. Voilà. Tout ça ne correspond pas avec une attitude suicidaire. C'est hors de question. Et ensuite, quand il s'en va dans la forêt au Formule 1 avec un fusil, il ne va pas se flinguer là-bas. Il n'y a aucun intérêt. C'est complètement absurde de penser ça. Il va là-bas pour se débarrasser de son fusil, pour le cacher, pour son téléphone et le fusil. C'est les seules choses qui lui restent à ce moment-là et qui l'unit avec son passé. Un passé dont il ne veut plus. Il veut recommencer une vie. Donc, il va là-bas pour se débarrasser de ces deux affaires-là. Donc, pas de suicide, mais déjà, quand vous enlevez le suicide, vous enlevez beaucoup de pistes qui ont été explorées pour rien. Parce que ce mec-là n'a pas fait ça pour se suicider. Il avait en plus une très haute estime de lui dans les mails et dans les lettres. Il abreuvait quand même les gens de lettres et de mails en permanence. Hein. Et il dit des phrases comme de toute façon, les gens sont cons, je suis beaucoup plus intelligent déjà que ma femme, et plus intelligent que la majorité des gens, et machin. Donc c'est quelqu'un qui a une très haute opinion de soi-même. Les gens qui ont une grande opinion de soi-même, en général, ne se suicident pas. Et voilà. Et là, on touche la question qui en fait que ces deux affaires-là sont devenues très connues. C'est le doute. Qu'est-il arrivé? Que s'est-il passé? Sont-ils coupables ou pas? Bon, Ligonès, on pense qu'il est coupable. Mais la grande question dans l'affaire Ranucci, c'était aussi, est-ce qu'il est coupable ou pas? Et vous revenez bien sûr sur ces pistes. Encore une fois, c'est un roman. Mais vous revenez sur... Vous l'avez dit, vous pensez qu'il est coupable. Mais il y avait d'autres possibilités. Il y a par exemple des journalistes qui sont allés chercher d'autres pistes. Non, alors, ce qui s'est passé, c'est que quand Ranucci a été jugé, quand il a été condamné, quand il a été guillotiné, c'est-à-dire en 1976, tout le monde, absolument tout le monde, était persuadé qu'il était coupable. Personne n'a jamais douté de sa culpabilité. C'est Gilles Perrault. En fait, l'instruction a été menée... assez rapidement, c'est vrai. Il y a eu des zones d'ombre. Et quel est le rôle des avocats? C'est de s'engouffrer dans les zones d'ombre. Donc, c'est exactement ce qu'a fait Gilles Perrault. Il a joué le rôle d'un avocat de la défense et il a vu tout ce qui clochait un peu dans le dossier d'instruction. Lui-même, d'ailleurs, dit il y a des doutes, l'instruction a été menée, a été bâclée. Et puis, à mesure qu'il parlait, comme c'était un abolitionniste convaincu, au début, il disait Ranucci est peut-être innocent, puis après, c'est devenu Ranucci est sans doute innocent, est innocent et est totalement innocent. C'est là qu'on a commencé à parler d'erreur judiciaire. Dans mon livre, je raconte quelles sont les conséquences qu'a eu... Alors, il était de bonne volonté, il a un peu tordu les faits. Hein, il semblerait... Alors, des policiers, ensuite, ont refait l'enquête et sont aperçus qu'il y a à peu près 200 erreurs dans le pullover rouge. 200, qui est le livre qui avait été écrit. Qui a été le livre écrit par Gilles Perrault. Il a tordu les faits. 200 erreurs, à peu près. Donc voilà, mais c'était un homme de bonne volonté. Il était abolitionniste et comme Ranucci était mort, de toute façon, c'était pas grave, selon lui. Si je devais pitcher, comme on dit, l'affaire Ranucci, mon livre aussi, ce serait le chemin de la guillotine est pavé de bonnes intentions. Quoi. Tout le monde était plein de bonnes intentions. Simplement, maintenant, avec le recul, on va célébrer les 50 ans de l'affaire là, le lundi de Pentecôte.
avec le recul, on s'aperçoit que ça a eu des conséquences abominables, vraiment abominables, sur la famille de Marie-Dolores Rambla. Le père a reçu des coups de fil anonymes où on l'a accusé d'avoir fait tuer un innocent. Vous imaginez un père qui a déjà perdu sa petite fille, assassiné dans des conditions dramatiques, et qui en plus est accusé d'avoir fait tuer un innocent. C'est tout ce que je raconte dans ce roman. Et en effet, le roman vous permet de nous emmener, un peu comme dans le livre de Romain Purtolas, dans différentes facettes, différents points de vue de différents personnages, pour nous donner un aperçu vraiment total. Vous nous parlez beaucoup dans le livre de la mère de Christian Ranucci. Alors en fait, c'est l'angle que j'ai choisi. C'est-à-dire, voilà une dame qui gardait des enfants et qui avait l'impression d'avoir fait du mieux qu'elle pouvait, à peu près comme toutes les mères, et qui connaissait son fils, qui était un gentil garçon avec lequel elle s'entendait relativement bien et ils étaient très proches. Et c'est vrai que la relation mère-fils autour de ce crime a été terrible, parce que il a commencé par avouer lui aussi, et il a permis de retrouver l'arme du crime, ce qui est, enfin, mais elle est arrivée et ne pouvant elle pas du tout accepter qu'il soit coupable, elle l'a poussé dans le déni, elle l'a poussé à revenir sur ses aveux, à clamer son innocence, et hélas, ce faisant, elle l'a vraiment poussé sous la guillotine, quoi. Alors, il y a eu d'autres facteurs, hein. Il y a eu l'affaire Patrick Henriet, etc., qui ont joué, mais elle l'a condamné, en fait. Et c'est en plus toute la relation entre ce fils et cette mère qui est au cœur d'une partie du... C'est vraiment au cœur du livre. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire cette histoire. Il y a un autre facteur important dans vos deux livres, c'est le rôle des médias dans ces affaires-là. On le sait, dans toute grande affaire judiciaire et les grands faits divers, les médias ont un rôle important. Est-ce que tous les deux, vous pourriez nous parler du rôle des médias dans ces affaires-là ? Romain. Le rôle, oui. Non, juste pour revenir sur ce que tu disais, il y a... Dans l'affaire Ligonès, il y a la même chose, exactement, avec la sœur de Ligonès qui arrive en disant qu'il est innocent. Elle est dans le déni aussi. Il y a un avocat, l'avocat de la famille, qui commence lui aussi à se plonger dans les zones d'ombre. Et la réalité est toujours pleine de zones d'ombre. C'est-à-dire que on se demande comment le mec qui est sorti de chez lui et qui est allé tuer quelqu'un là, pourquoi il est allé à l'épicerie ici ? Eh ben, il est allé à l'épicerie ici parce qu'il avait envie de bouffer un truc et ensuite il est allé tuer quelqu'un. Et je veux dire, la réalité, et nous, on le voit dans notre vie, on fait toujours des trucs qui sortent de nos habitudes, des trucs qui n'ont aucun sens et tout ça. Et c'est ce qui donne les zones d'ombre dans les affaires judiciaires. Et les avocats, eh ben, c'est leur boulot, les avocats. Les avocats, je veux dire, quand on a des faisceaux de preuves, quand on a des indices graves et concordants de penser qu'une personne est coupable, eh ben, les avocats qui savent pertinemment que leur client est coupable vont commencer à jouer sur les mots. Oui, mais là, il a dit ça, il a utilisé ce verbe-là, alors que moi, c'est des conneries, ça, c'est des conneries. Ils vont se mettre dans une petite faille d'un millimètre et vous en faire la tour Eiffel. Et c'est exactement ce qu'on a dans l'affaire Ligonès, c'est exactement ce qu'on a eu dans l'affaire Ranucci. Et donc voilà, c'est la même chose. Exactement. Et le pullover rouge, c'est quand même incroyable. Cette champignonnière dans laquelle on a retrouvé le pullover rouge, le fameux pullover rouge, et Christian Ranucci, dans laquelle il s'est enlisé pendant 5 heures, en fait, c'était un lupanar. C'était vraiment l'endroit où venaient tous les couples plus ou moins licites et tout ça qui voulaient se cacher. Ils venaient faire l'amour là. Ils venaient avoir des rapports sexuels là. Donc que quelqu'un ait oublié un pullover rouge, oui, en plus c'était... c'est étonnant que ce soit un pullover d'ailleurs. Oui, exactement, ouais. Mais exactement. Alors surtout... Attends, surtout, oui, mais à l'époque, je ne sais pas si ça existe. Enfin bon, bref. Et la culotte, ça a toujours existé. Tu pensais à une culotte. La culotte, ça a toujours existé. Oui, mais je pensais à la préservative. Ok. Ah non, mais, je pensais au culotte. Oui, d'accord. Ouais. Mais en plus, ce lundi de Pentecôte, il faisait une chaleur torride, donc ce pullover était peut-être récent, mais enfin, il avait pu être déposé par n'importe qui quelques jours avant. Voilà. Et Gilles Perrault, on a fait toute une histoire, un coup de génie, hein, franchement. Oui, le coup du pullover rouge. Ça infuse le doute. Et c'est ce que font les avocats. Exactement. Infuser le doute chez quelqu'un
qui peut d'un coup, un juré par exemple, exactement, qui peut du coup changer son vote, on va dire, changer son opinion sur une condamnation à mort par exemple. Alors moi j'en ai fait une gourmette pour montrer que c'était quand même accessoire, quoi. Et le rôle de l'avocat dont parlait Romain Pertollas est très important justement dans le livre, puisqu'il y a aussi, vous nous emmenez dans les coulisses des relations entre avocats. Oui. Sur ce dossier-là, il y avait un jeune avocat qui est devenu une jeune avocate dans mon livre. Oui, oui, alors les avocats de la défense n'étaient pas d'accord sur la ligne de défense à adopter. C'est-à-dire, il y avait Maître Lombard qui... pour des raisons encore assez inexpliquées, sans doute par confiance en lui, je pense, a voulu suivre la mère de Ranucci et décider qu'il était innocent. Donc il a plaidé l'innocence. Et il y a un des avocats qui s'est dit, moi je veux bien être à côté de vous, mais je ne plaiderai pas cette ligne de défense qui est vouée à l'échec. Donc j'en ai fait une avocate qui fait la plaidoirie qu'on aurait pu prononcer pour sauver la tête de Ranucci et qui n'a jamais été prononcée. Mais je pense que si on avait prononcé cette plaidoirie-là, c'est-à-dire expliquer qui était Ranucci, les excuses, les circonstances atténuantes qu'on aurait pu trouver, le fait que les psychiatres ont dit qu'il était récupérable, voilà. Mais c'est la plaidoirie qui n'a jamais été prononcée et il a été condamné. Surtout qu'au même moment, vous rappelez qu'il y avait l'affaire Patrick Henry où l'homme était coupable, il a plaidé coupable et il n'a pas été guillotiné. Et Ranucci, a priori, il était coupable. Et voilà, lui, on a plaidé l'innocence. Et justement, il y a eu cette sanction. Donc il y avait vraiment la mise en regard des deux affaires au même moment. Alors oui, il y a eu comme une superposition des deux affaires. C'est-à-dire qu'on a un peu confondu au procès Ranucci. On l'a confondu avec Patrick Henry, qui était quand même un type... incroyable, parce qu'il a enlevé quand même le copain d'amis de ses parents, l'enfant d'amis de ses parents, un enfant qui avait 8 ans, il l'a tué tout de suite, et pour avoir une rançon. Donc c'était vraiment le crime affreux, quoi, vraiment sans foi ni loi, mercantile, comme a dit Badinter d'ailleurs, il n'y a absolument rien pour le sauver et pour le défendre. C'est pour ça qu'il a plaidé contre la peine de mort. Malheureusement, les deux hommes se sont superposés et on a confondu Patrick Henry et Ranucci. Et on peut penser aussi que la tête de Patrick Henry a été sauvée parce que celle de Ranucci était tombée. Et Badinter, ce que je dis pas dans le livre parce que c'est pas un documentaire, Badinter a lu une lettre qu'a envoyée la mère de Ranucci et il l'a lue pour dire que c'était quand même une abomination que la tête de son fils soit coupée. Et la place des plaidoiries des avocats, c'est quelque chose que vous avez utilisé pour la fiction, Romain Pertollas. Il y a toute une partie du livre qui est une plaidoirie, et vous vous amusez justement de tous ces codes-là et de tous ces jeux. Pardon, je pensais que vous vouliez intervenir, mais Romain Pertollas, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de toute cette part peut-être théâtrale qui vous a inspiré dans les procès et les plaidoiries ? Oui, c'est la partie fictive pour le coup du roman, dans lequel en fait ça commence comme ça. C'est une scène au tribunal de Toulouse, dans laquelle il y a quelqu'un qui s'appelle Romain Pertollas, donc évidemment c'est moi, et Xavier Dupont de Ligonnès. Et en fait, Romain Pertollas est accusé d'avoir tué Xavier Dupont de Ligonnès à coups de couteau à beurre. Et donc c'est 94 coups de couteau à beurre, parce que c'est au moins ce qu'il faut pour tuer quelqu'un avec un couteau à beurre. Et en fait, ça commence comme ça, et Romain Pertollas plaide la légitime défense. Et donc, on commence par ce procès. Donc, vous allez avoir une ligne directrice qui est du roman. Il y en a plusieurs, mais une d'elles, c'est le procès entre ce Romain Pertollas et inventé, enfin un peu inventé. On va dire c'est une partie de moi, mais qui est inventée, et Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, on a ce jugement. J'aime beaucoup les procès. Il y a des grands films américains de procès. En France, il y avait des espèces de séries le matin, je me rappelle à l'époque. Oh, c'était pas super, mais c'était des trucs de tribunal. Il y avait des jugements comme ça. Et donc c'est ce que j'aimais mettre en œuvre ici. Alors évidemment, on parle de l'aspect théâtral d'un avocat. Les avocats sont
Il y a d'ailleurs beaucoup d'avocats qui arrêtent pour faire du théâtre, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on dit. Et quand tu dis une ligne de conduite à adopter, on voit qu'on est vraiment sur une stratégie. La police n'a pas de stratégie. Non. La police, nous, on fait des bornages téléphoniques, on fait des analyses d'empreintes génétiques, on fait des analyses d'empreintes digitales, on fait des prises de témoignages, des auditions, des machins, tout ça. Il n'y a pas de stratégie. Alors que, tu l'as bien dit, les avocats sont dans une stratégie et ils doivent choisir une stratégie. On est donc bien dans le théâtre, dans la mise en scène, dans qu'est-ce qu'on va vouloir dire aux gens pour qu'ils changent peut-être d'avis sur ça et tout ça. Et bon, je critique pas, c'est leur métier. Et puis, c'est comme ça en France au niveau de la procédure pénale et comme ça. Donc, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce jeu qu'il y a entre les avocats et la police. Mais ce qui est assez marrant, c'est que les avocats pensent exactement comme la police dans la majorité des cas. Mais c'est pas leur boulot. Il faut qu'ils sauvent leurs clients. Et c'est pour ça qu'ils commencent à construire des choses qui sont parfois totalement incroyables. Voilà. Et toujours pour évoquer cette part d'imagination que vous avez utilisée dans le roman, il en faut aussi dans la partie enquête, puisque vous allez revenir aussi sur peut-être des pistes qui n'ont pas été assez explorées. Il y en a une peut-être qu'on peut dévoiler. Vous imaginez une fuite en camping-car. Vous vous dites, mais celle-là, on n'y avait peut-être pas pensé. Mais il y a comme ça des choses qui sont plausibles et que grâce à l'imagination, on peut peut-être trouver certaines réponses. Parfois, l'imagination peut mener à la clé. Ah ben bien sûr. Pour être un bon enquêteur, un bon flic, il faut être créatif. C'est-à-dire que si j'ai pas d'idée sur ce qui a pu se passer et tout, je peux pas partir dans des enquêtes, je peux pas me poser les bonnes questions et voilà. Et donc dans ce cas-là, dans Roquebrune-sur-Argent, par exemple, on se dit ok, il part à pied du Formule 1, il laisse sa voiture est retrouvée quelques jours après par la gendarmerie, donc il a abandonné sa voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez vraiment qu'il va partir en fuite à pied? Ben non. Et s'il a laissé sa voiture, ça veut dire qu'il va prendre un autre véhicule. Voilà, ça c'est forcé. Alors, que ce soit quelqu'un, c'est-à-dire qu'il ait une assistance, on a ça n'a pas été révélé à la presse, mais il y a des personnes qui ont borné ces jours-là avec lui. Donc une assistance de fuite avec un véhicule, c'est-à-dire que quelqu'un vient le chercher en véhicule, ou que lui prenne un autre véhicule, pour moi ça me paraît évident, il ne va pas continuer à pied, ça c'est sûr. Et en plus, quand vous êtes à Roquebrune-sur-Argent, et que vous revenez à cette époque-là, en 2011, mais déjà maintenant en 2024, il n'y a que des concessionnaires voitures. Que des concessionnaires voitures. Et pas les concessionnaires pour acheter une bagnole à 35 000 € ou à 100 000 €. Non, des achats, ventes cash. Il n'y a que ça dans la zone. Et si vous regardez en plus le Google Earth de l'époque de 2011, il y en a encore plus. Donc, c'est évident qu'il est parti avec un véhicule, donc il a peut-être acheté un véhicule et tout ça. Donc j'ai commencé à regarder les images de l'époque et j'ai fait des zooms sur tous les véhicules qu'il y avait. Et j'ai été très intéressé par les camping-cars. Parce que, imaginez que vous deviez fuir, vous savez que vous n'allez plus payer de nuit d'hôtel avec une carte bleue, puisque après c'est traçable. Vous n'allez pas dormir non plus sur le bord de la route et tout ça. Et le camping-car me paraissait un super truc, parce que dans le camping-car, on est libre. Vous vivez dans le camping-car, vous n'avez plus d'interaction à mener avec des personnels d'hôtel, etc. Et c'est là que je me suis intéressé à cette piste du camping-car. Voilà. Donc oui, il faut avoir de l'imagination, c'est sûr, pour l'enquête. La voiture est aussi un élément important de l'affaire Ranucci, puisqu'il y a une des zones d'ombre qui est peut-être une des plus perturbantes. C'est que le jour de l'enlèvement de cette petite fille, il y avait apparemment une autre voiture qui aurait été aperçue, une Simca, je crois. Et là aussi se niche tout un imaginaire pour se dire, mais peut-être, est-ce qu'on a vraiment cherché tout ce qui était possible? En fait, ça, c'est moi qui l'ai imaginé. J'étais sûre que c'était vrai. Non, c'est moi qui l'ai imaginé. Non, c'est moi qui l'ai imaginé pour pas dire tout de suite au lecteur. Je crois qu'il est innocent pour lui laisser une piste. Mais il semblerait que le petit garçon n'a pas su, le frère, donc le frère de la petite fille enlevée, n'a pas su décrire le ravisseur. Mais il n'a pas su non plus décrire la voiture.
C'est là que les journalistes, c'était la question que vous posiez tout à l'heure, c'est là que les journalistes sont intervenus. Ils ont besoin de scoop, hein. Ils ont besoin d'être les premiers à trouver une info crédible, etc. Donc il y en a un qui a pris le petit garçon, qui l'a mis au milieu de l'évêché avec les voitures de police et qui a dit au petit garçon, est-ce que c'était une voiture comme ça? Et le petit garçon a dit oui. Pourquoi est-ce qu'il a dit oui? C'est parce que ça faisait 2 jours que tout le monde lui disait « Mais alors, il était comment, le monsieur? Et alors, est-ce qu'il était comme ci? Est-ce qu'il était comme ça ?» Et à chaque fois, il disait « Mais je sais pas. Il avait 6 ans. » Il était pressé de questions. Et à un moment, pour faire plaisir, il a dit oui, c'était une Simca. Et tout est parti là-dedans, parce que dans la presse a été publiée l'idée que, en fait, la petite fille avait été enlevée en Simca, alors qu'elle avait été enlevée en Peugeot. Voilà, donc je me suis servi de cet outil pour relancer l'histoire. Mais je me suis aperçue qu'il y a des gens qui tiennent quand même à l'innocence de Ranucci, quoi. Il y a des croyants aussi dans les faits divers, hein. Comme oui. Omar Haddad, comme... Voilà. Oui, parce que ça vient chercher aussi dans notre imaginaire. On a toujours envie que la solution la plus simple ne soit pas la bonne. Et oui, et puis on a envie de continuer à croire... à ce qu'on a cru, quoi. Et vous revenez sur justement le rôle très particulier des journalistes dans cette affaire, comme dans bien d'autres faits divers. Souvent, ils sont un peu le seul recours de la famille, de l'accusé, parce que tout le monde leur tourne le dos. Alors là, je parle, j'ai pas été flic, mais j'ai été journaliste et j'ai travaillé à détective tout au début de ma carrière de journaliste. Hein. Donc, je connais très très bien les méthodes des journalistes et j'ai vu faire les journalistes de détectives, c'est-à-dire qu'ils téléphonent aux familles qui n'ont jamais eu affaire à la police, qui évidemment ne connaissent absolument rien du monde judiciaire et tout ça, et les journalistes leur disent mais on va vous trouver un avocat, mais on va vous raconter les avancées de l'enquête. Ça s'est passé aussi dans l'affaire Grégory, dramatiquement d'ailleurs, et voilà, et les gens qui sont complètement démunis, qui débarquent complètement dans ce monde, qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'avocats, se confient, donnent l'exclusivité, etc., etc. Et c'est toute la question justement entre le côté on fait un peu ami-ami, on rentre dans la confiance de la personne, et en même temps il y a une véritable part de manipulation, mais qui est rarement vue ou qui est vue bien après par les familles. Et cette femme Louise, la mère de Ranucci, du pseudo, alors là qui s'appelle Loïc Perrin dans le film. Pas encore. C'est vrai que cette mère, on sent qu'elle est un peu à côté de la plaque, si l'on peut dire. On sent qu'elle est pas toujours sur le bon registre et elle voit pas les choses. Et les journalistes vont se servir aussi, en tout cas un des 2 journalistes va se servir de ça dans votre roman. Oui, parce que le but, c'est toujours pareil, c'est d'avoir l'exclusivité, c'est de griller les confrères, c'est d'avoir des photos, c'est de donner... de mettre en relation avec l'avocat qu'on connaît, qui lui-même va donner des informations. C'est toujours la même chose, donc de mettre en confiance. Et voilà. Et c'est vrai que les journalistes ont un rôle très très important dans l'affaire Ranucci, puisque c'est eux qui ont poussé à dire qu'il était innocent, quoi. Dans l'affaire Ligonnès, on a aussi la même chose avec ce qui s'est passé à Glasgow, dans laquelle toute la presse est précipitée sur cette personne qui avait été arrêtée par Scotland Yard à l'aéroport et qu'on pensait être Ligonnès. Et voilà, ils se sont tous enflammés, Ligonnès arrêté, machin et tout. Et puis le lendemain, on s'aperçoit que c'était pas lui du tout. Voilà. Et en plus, avec ce truc assez marrant que ça a été vécu en direct et qu'il y avait des journalistes qui étaient chez le voisin et le voisin disait mais ça fait 40 ans que je le connais, j'étais à son mariage et tout ça. C'est pas Ligonnès. Il y avait plus aucun rapport avec les dates ni rien, quoi. Et moi, je me rappelle encore de quand est sortie cette histoire-là. Moi, je me disais, c'est pas possible que ce soit lui, pour 2 raisons. Je me disais, déjà, être pris en aéroport, c'est pas possible. Il est vraiment très con. Quand t'es fugitif, il faut pas prendre l'avion. C'est la voie la plus sécurisée. Voilà. Et la deuxième chose, c'est l'Angleterre, l'île. Quand on est fugitif, on ne va pas sur une île. Là aussi, pour la même raison, on ne peut sortir que par 2 manières. Enfin, 2 manières, soit par l'eau,
soit par l'avion, soit maintenant par le train, quoi. Mais je veux dire, c'est vraiment la mauvaise chose à faire, aller en Angleterre quand on est fugitif, alors qu'on a toute l'Europe pour soi, ou les États-Unis, etc. Donc moi, ça m'avait étonné. Et puis effectivement, c'était pas lui. Je me suis dit, ah bon, je pensais, voilà, c'est pas lui. Il est pas aussi con que ça. Voilà. Mais là aussi, voilà, c'est cette précipitation que je comprends. Tout le monde va avoir le scoop. Ils veulent tous être celui qui a dit Ligonnès arrêtez et tout ça, et donc ils recoupent pas les informations et ça donne ce que ça donne. Comme maintenant on voit ça, tous les signalements. Moi dans le Doubs là, j'ai fait toutes les télés pour dire mais c'est pas lui, mais arrêtez avec votre histoire là, parce que ça fait un mois il a été vu dans le Doubs et donc on fait des analyses ADN sur des gobelets. Et je dis mais attendez, déjà pour moi Ligonnès il est pas en France. 13 ans après, c'est pas un mec qui se balade sur les routes et qui mendie des nuits dans des abbayes. C'est pas possible, ce mec-là, il est installé déjà. Ça fait 13 ans qu'il est installé quelque part. Voilà, c'est pas un mec qui va dire à tout le monde qu'il a aucun objectif et qu'il a aucun papier d'identité. Ce qui a été dit. Voilà, à Ligonnès, c'est pas ça le truc. C'est que Ligonnès, vous le rencontrez et le mec, il va vous embobiner. Il va pas vous dire qu'il a pas de papier. Il va vous raconter un truc en quelques secondes. Il va vous faire un super scénario. Et puis, surtout, le signalement. On revient au signalement. Dans la police, nous n'avons pas confiance au signalement. On ne peut pas faire confiance à l'être humain pour les signalements. Vous avez un accident à un rond-point et vous allez avoir 10 personnes. Eh bien, il y en a 2 qui auront vu la voiture noire, un bleu marine, un rouge foncé, un vert olive. Voilà. Et c'était un homme qui conduisait. Ah non, c'était une femme. Machin. Ouais, c'est pas possible. Et moi, les signalements, j'en reçois tous les jours depuis la sortie de mon bouquin sur Ligonnès, et je reçois des photos de gens persuadés que c'est Ligonnès. C'est même pas la peine que j'ouvre la photo pour voir que c'est pas lui, quoi. Mais ces personnes-là sont persuadées. Et quand on voit ça, on a tout compris. On a compris que tous les signalements, par exemple, dans l'affaire Ligonnès, c'est des signalements foireux. C'est faux. Sauf que maintenant, dès qu'il y a un signalement qui est rattaché à un truc religieux, il faut faire des analyses, il faut faire des machins, il faut faire des recherches, tout ça. Ça fait de l'argent perdu, ça fait de la mise à disposition de fonctionnaires de police qui ont autre chose à faire que ça, et ça fait perdre du temps, en fait. Et pour moi, il a rien à voir. Il n'est pas dans un monastère, ce mec-là. C'est un mec à femmes. C'est un aventurier qui aime les femmes. Et un mec comme ça, il finit pas dans un monastère. Parce que dans ce cas-là, autant aller faire perpète à la santé. Donc ce mec-là, moi, je cherche pas dans les abbayes, dans les couvents, dans les trucs comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous utilisez pour travailler, pour mener votre enquête? Est-ce que vous vous servez de documents de journalistes? Est-ce que vous allez sur les lieux, ça vous nous l'avez dit? Alors, documents de journalistes, non, puisque tout ce qui est paru dans les journaux, que ce soit le Society, tout ça, a été pris sur la procédure pénale. C'est-à-dire que ça a été pris sur les PV, sur les machins. Donc nous, on a tout ça dans la police déjà. Donc moi, comment dire, on reprend. Voilà, j'ai créé une cellule, on est 3. On est 2 anciens flics et une notaire, et on reprend les pistes depuis le début, les procès-verbaux d'audition, tout ça, et on essaye d'exploiter les choses qui n'ont pas été exploitées. Il y avait cette histoire dont je parle dans le livre, qui est Mindy, l'amie américaine, chez qui il séjournait en 1990. C'était une piste qui était ouverte depuis 13 ans quand même. Tout le monde cherchait la fameuse Mindy. Et avec ma petite cellule, en quelques heures, on l'a retrouvée. J'ai pu parler à Mindy sous couverture. Et en fait, je me suis aperçu que, elle n'était pas du tout au courant de ce qu'avait fait Ligonnès. D'ailleurs, je ne lui ai pas dit. Donc pour elle, c'est toujours son copain français de l'époque. Elle m'a demandé s'il allait bien, voilà, si tout se passait bien, machin. Et puis 2, elle n'a plus de nouvelles de lui depuis 25 ans, voilà. D'elle et de lui et de Michel Rétif, qui était le super pote de Ligonnès. Donc une piste de refermer. Donc j'ai refermé la piste. Mais c'est bien de refermer les pistes, parce que je ne sais pas où il est, mais je sais où il n'est pas. Et ça, c'est important. Parce que sinon, on continue à fantasmer sur Mindy, à fantasmer sur le fait qu'il soit... parce que c'était génial, c'était les États-Unis, il adore les États-Unis, il parle super bien anglais. Et puis, il a la fourniture de moyens par la petite amie. C'est le meilleur truc. Les fugitifs, quand ils se barrent, ils trouvent une femme. Voilà. Guy Georges, il a fait ça. Tout le monde fait ça. Pourquoi ? Parce que ils ont la nourriture, le logement et tout. C'est ce qu'il leur faut. Il ne faut pas qu'ils sortent, il ne faut pas qu'ils soient vus. Donc c'est la copine. Et s'ils n'ont pas de petite copine ou machin, ils s'en font une. C'est draguer pour trouver quelqu'un pour
dormir chez cette personne-là. Et donc pour moi c'était parfait cette piste-là, puisqu'il avait cette ancienne copine et qu'elle habite dans le fin fond du Texas. Déjà aux États-Unis ils connaissent pas du tout l'affaire Ligonnès, et puis au fin fond du Texas il serait même pas vu par des Français de passage ou des choses comme ça. Donc c'était super. Voilà, j'ai refermé la piste, au moins on oublie. C'est super, on peut passer à autre chose. Et donc en fait j'avance comme ça, j'ai refermé une autre piste aussi, celle de l'apparition à San Francisco. Et en fait on referme des portes comme ça qui ne sont plus exploitées. Il faut savoir que Ligonnès n'est pas un cold case, en ce sens qu'il n'est pas à Nanterre au pôle cold case, et il est toujours pris en charge par la PJ de Nantes. Mais évidemment, la PJ de Nantes ne fait rien. La PJ de Nantes a du boulot. Il y a d'autres choses à faire. Il n'y a pas de piste fraîche, donc ils ne vont pas chercher. Ils ne se lèvent pas le matin en se disant « Allez, on va chercher Ligonnès ». Non, ils ont 10 000 dossiers à faire. Donc personne ne le cherche. Voilà. Et ce n'est pas une critique. C'est normal. Non, personne ne le recherche. Bon, nous, on le recherche. Et il y a d'autres personnes sur Facebook, sur des réseaux, machin, tout ça, qui enquêtent aussi de leur côté. Voilà, donc il y a quelques personnes qui le recherchent encore. Mais en tout cas, voilà, il y a le roman qui est sorti, il y a eu beaucoup de méditisation et ça met un peu la pression. Voilà, ça lui met un peu la pression. Patricia Delahaye, à la fin du livre, il y a une bibliographie de tous les textes et les documents avec lesquels vous avez travaillé. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu dans quoi vous vous êtes plongé justement pour bien retracer cette affaire et après vous en tirer une part d'imaginaire? J'imagine que le livre Le Pullover Rouge a dû aussi vous aider et vous inspirer. Alors le Pullover Rouge, assez peu en fait, mais je me suis replongée dans tous les livres qui étaient parus de policiers notamment, qui avaient retravaillé sur l'affaire. Enfin, j'ai à peu près lu tout ce qui avait à voir avec l'affaire Ranucci, mais il a fallu que je m'intéresse aussi beaucoup à la pédophilie pour pouvoir parler et me mettre dans la peau de Loïc Peyrat, alias Ranucci, ou le contraire plutôt. Je me suis aussi intéressée sur ce qu'éprouvent des parents de bonne volonté, comme nous tous, face à un enfant assassin. Donc j'ai lu l'affaire Mouriera, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, des parents qui parlent de leur fils assassin. C'est avec l'affaire Agnès Marin. C'est ça, oui, l'affaire Agnès Marin, oui. Enfin, je me suis beaucoup documentée là-dessus, aussi sur le travail des avocats. Évidemment, j'ai lu les plaidoiries de Maître Lombard et compagnie. Je me suis intéressée aussi au parcours des femmes avocates. J'ai vu des séries sur Ténora, qui s'appelait Ténora. Enfin, bon, bref, beaucoup sur les années 70. Donc, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup travaillé de manière à trouver de la substance et un soutien plausible à mon imaginaire. Et tout le reste est inventé et pour donner de la chair, de la vie à mes personnages. Notre entretien touche bientôt à sa fin. Il y a une dernière question que je voudrais vous poser à tous les deux. À votre avis, pourquoi les faits divers nous fascinent tant? C'est une question qu'on se pose beaucoup, qu'on a souvent posée. Mais vous, elles font partie de vos sujets d'écriture et de romancier. Selon vous, qu'est-ce qui nous attire autant dans ces faits divers? Est-ce que c'est, comme vous le disiez au tout début de l'entretien, Patricia, le fait que certains de ces criminels nous ressemblent? Alors, je pense que d'abord, ce sont des histoires absolument fascinantes. Comment quelqu'un peut-il faire ça? Il y a des rebondissements, il y a des personnages qui sont frappants, donc ce sont des bonnes histoires, et nous, les humains, aimons les histoires. Et puis aussi, ça nous renseigne sur notre nature à nous, puisque un fait divers, c'est un effet de loupe, en fait, sur ce que nous sommes et sur ce que nous vivons. On ne connaît pas son mari, on ne connaît pas son enfant, enfin, tout ça, ce sont des thèmes, en fait, qui nous posent des questions. Donc voilà, deux très très bonnes raisons pour nous passionner. Romain Pertolas. Oui, c'est ça. Et puis on est attiré par des séries policières de crimes, les trucs Netflix et tout ça, les séries policières. Mais en fait, dans le fait divers, on se dit putain, mais c'est vrai en fait. Voilà. Et c'est ça qui fait peur, parce que quand on regarde un film, on sait parfaitement que personne ne meurt, que le sang c'est du faux. Mais quand on lit le journal et qu'on ouvre le journal et qu'on voit ce qu'a fait une personne, on se dit ça a été fait dans la réalité. Et ça, je trouve que c'est ce qui nous touche en fait le plus, de se dire comment quelqu'un peut arriver à faire ça. Et comme je disais avant, pour moi, toute personne est un assassin potentiel. Et comme tu dis, un peu, c'est une espèce d'identification. De se dire, mais qu'est-ce qu'a fait cette personne pour d'un coup franchir le pas et faire ça?
moi, est-ce que je le ferais? Comment je le ferais? Pourquoi? Enfin, et on se pose beaucoup de questions et tout ça. Dans le cas par exemple, d'Igonès, dans ce cas-là, on a une disparition. Et donc, on a un cas qui est non élucidé, je veux dire, en ce sens qu'il est toujours ouvert, on le cherche. Et ça, c'est merveilleux pour le fantasme et pour de l'être humain de chercher quelqu'un de disparu. Donc là, on a les deux. Il y a les deux choses qui sont réunies. Comment il a pu faire ça, et ensuite où il est, et qu'est-ce qu'il fait. Et puis il y a aussi toute la banlieue du crime, enfin toutes les conséquences, tous les cercles concentrés, enfin tout ce que ça entraîne. Et moi, je me demande aussi comment les gens peuvent faire pour survivre à un truc pareil. Par exemple, l'assassinat de sa fille. Enfin voilà. Donc, on se dit quelles sont les ressources qu'on a, par identification encore, en nous pour surmonter des épreuves pareilles, quoi. Et là, pareil, dans le cas de l'Igonès, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, tu parles du père d'une victime. Mais là, tu te dis aussi, le mec, il a fait ça à ses propres enfants et à sa femme. Et en plus, c'était un mec super paternel et tout, qui aimait ses enfants. Oui. C'est-à-dire qu'on n'était pas un psychopathe, machin, non. Et c'est-à-dire comment il a fait ça et comment il vit avec ça tous les jours, parce que évidemment, il doit y penser. Oui, mais il se donne des bonnes raisons, je pense. Oui, mais il y a une partie de lui qui essaye d'oublier. C'est un mécanisme de défense qui fait que tu essayes d'oublier, de te convaincre que tu n'as pas fait ça. Mais de temps en temps, même assez fréquemment, ça doit ressurgir. Et voilà, et donc c'est assez intéressant ça aussi, de savoir comment il vit avec ça, quoi. Et c'est ce que j'ai imaginé dans la peau de Ranucci. C'est pour ça que je parlais à la première personne. C'est-à-dire, il a oublié, il est dans le déni. Alors, de temps en temps, il se voit comme un bon garçon, et de temps en temps, il se voit comme un assassin. Voilà, il a les deux aussi. On vous sent vraiment passionnés tous les deux encore par ces affaires-là. Vous pourrez tous découvrir ces deux histoires-là un lundi de Pentecôte, Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Vous signez dans quelques minutes, juste devant l'amphithéâtre. Merci à tous les deux de nous avoir présenté. Merci Georgia, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.